Aujourd'hui, nous examinons un cas du début du XXe siècle, alors asseyez-vous pendant que nous allons au Canada. Marie-Aurore Lucienne Gagnon est née le 31 mai 1909 à Saint-Philomine de Fortierville, un petit village près du fleuve Saint-Laurent, à environ 90 km de la ville de Québec au Canada. Elle était la deuxième de 5 enfants nés de Telford et Marianne Gagnon. Lors de sa naissance, l'économie canadienne était en plein essor, avec une hausse notable de la production agricole. C'était une industrie très importante pour le pays, car dans la première partie du XXe siècle, le gouvernement encourageait les gens des pays européens à venir au Canada pour travailler, non seulement dans les fermes, mais aussi dans des choses comme le défrichement des terres et la construction de routes et de chemins de fer. Cependant, la famille d'Aurore menait une vie assez simple. Leur petite maison était gérée par sa mère pendant que son père travaillait, s'occupant d'elle et de ses frères et sœurs. Il quittait généralement la maison très tôt le matin et ne rentrait pas avant tard le soir. En 1916, la famille Gagnon se composait de M. Téléphore Gagnon, sa femme Marianne et leurs 5 enfants, Marie-Jeanne âgée de 9 ans, Aurore âgée de 7 ans, Lucina âgée de 4 ans, Georges âgé de 3 ans et Joseph qui n'avait qu'1 an. Cependant, la vie des enfants a soudainement changé lorsque la mère d'Aurore, Madame Marie-Anne Gagnon, a été diagnostiquée comme ayant la tuberculose, une maladie qui, selon les estimations, avait tué 1/4 de la population adulte de l'Europe au cours du 19e siècle, et ce, même en 1916, malgré les progrès médicaux. Le résultat final pour quiconque avait le malheur de contracter la tuberculose était généralement la mort. Vu la gravité de son état, elle a été transférée dans un hôpital de Québec. Le père d'Aurore se retrouvait maintenant seul pour élever ses 5 enfants, une tâche qu'il trouvait très difficile. Pendant un certain temps, les enfants sont restés chez leurs grands-parents, qui vivaient à environ 10 km de là, à Saint-Sophie-de-la-Voie. Mais ils sont revenus après que leur père a amené une autre femme vivre chez eux. Elle s'appelait Marianne Hood, et elle était la veuve du cousin de Téléphore. Elle a emménagé avec ses 2 jeunes garçons, nommés Gérard et Henri-Georges. À son arrivée, elle a annoncé qu'elle était désireuse de s'occuper de la maison familiale et des enfants. Cependant, il y avait ceux dans le village qui la traitaient avec suspicion, car ils savaient que ses 2 filles étaient déjà mortes. La mort ne semblait jamais être loin de Marianne Hood, et le 6 décembre 1917, une autre tragédie a frappé la famille Gagnon lorsque Joseph, âgé de 2 ans, est mort. Il avait apparemment suffoqué. L'enfant ne souffrait d'aucune maladie, mais le médecin légiste ne croyait pas que les circonstances entourant la mort étaient suspectes. Un peu plus d'1 mois plus tard, le 23 janvier 1918, la mère d'Aurore, qui était toujours soignée à l'hôpital au Québec, est également décédée. 9 jours après la mort de sa femme, Téléphore Gagnon a épousé Marianne Hood. Bien que les gens du coin soient au courant des circonstances les plus malheureuses et tragiques de Téléphore, la plupart d'entre eux ont été surpris qu'il se soit marié si peu de temps après le décès de sa femme. Peu de temps après le mariage, la mort se présenterait à nouveau dans la maison Gagnon lorsque la sœur d'Aurore, Lucina, âgée de 6 ans, est décédée subitement. La cause de sa mort était incertaine, mais le médecin légiste n'a rien suspecté de suspect. Après cela, les enfants de Telford sont à nouveau allés vivre avec leurs grands-parents, mais sont revenus à l'été de 1919 avec ses 2 filles et son fils vivant à nouveau avec lui. La vie de Telford commençait enfin à se normaliser. Il partait travailler tôt et rentrait tard, tandis que sa nouvelle femme s'occupait de ses enfants et de la maison familiale. Bien qu'à l'époque, l'éducation était obligatoire dans toutes les provinces, ce n'était pas le cas au Québec, où l'éducation obligatoire n'est en fait devenue obligatoire que dans les années 20. Cela signifiait que la fréquentation scolaire au Québec était bien inférieure à celle des autres provinces, et bien qu'Aurora ait eu l'opportunité d'aller à l'école, sa présence réelle en classe était très sporadique. Elle était retenue chez elle par sa belle-mère au lieu de sortir. Les enseignants s'interrogeaient sur les fréquentes absences d'Aurora à l'école. Ils avaient noté son intelligence et sa brillance, mais elle était souvent absente des cours pour une raison inconnue. La raison pour laquelle Aurore était gardée à la maison était qu'elle était régulièrement battue par sa belle-mère, Marianne Hood, qui ne voulait pas qu'Aurore sorte, car elle craignait que les voisins ne voient les blessures de la jeune fille et commencent à parler mal d'elle. Elle a dit à son mari que sa fille devait être disciplinée et que les coups étaient une punition pour ne pas avoir fait ce qu'on lui disait. Cependant, les blessures d'Aurore ont été remarquées et elle a été emmenée chez le juge de paix.
Un homme local, Nendonus Meo, il s'est rendu compte que la pauvre fille semblait avoir été traitée de manière très brutale. Il a interrogé son père et sa belle-mère et Marianne n'a pas nié avoir battu Aurore. Cependant, elle a insisté que c'était seulement pour la discipliner quand son comportement n'était pas approprié. Les pieds d'Aurore étaient coupés et gonflés, mais son père et sa belle-mère ont dit à M. Meo que ses blessures avaient été causées par des garçons locaux qui lui avaient lancé des pierres alors qu'elle jouait dehors. M. Mayal a parlé à Aurora seule, mais elle était très silencieuse et semblait effrayée. Elle n'a rien dit qui pourrait incriminer son père ou sa belle-mère. M. Mayal a ensuite demandé au père d'Aurora de faire soigner ses blessures. Il a également informé le prêtre local, le père Ferdinand Massey, de ses préoccupations. Téléphore et sa femme étaient à tous deux catholiques et fréquentaient régulièrement l'église locale. Donc M. Maillot pensait que s'il recevait des conseils du père Massey, les mauvais traitements infligés à la jeune Aurore cesseraient. M. Maillot a bien signalé les soupçons de mauvais traitements envers Aurore à la police, mais ils ont dit qu'ils ne pourraient rien faire à moins qu'ils ne portent une plainte spécifique contre le père et la belle-mère de la jeune fille. Et M. Maillot a décidé que c'était quelque chose qu'il ne voulait pas faire. Le père d'Aurore l'a emmené chez un médecin nommé Dr Lafont pour soigner ses pieds blessés, mais en septembre 1919, une autre blessure est apparue, cette fois sur sa jambe, et le Dr Lafont a organisé le transfert d'Aurore à l'hôpital de la ville de Québec. Il semblait que sa jambe avait été brûlée avec un objet tel qu'un tisonnier, et les gens qui vivaient dans le village savaient qui aurait pu infliger cette terrible blessure à la pauvre petite fille sans défense, une blessure si grave qu'Aurore est restée à l'hôpital pendant les 2 mois suivants. Beaucoup de gens avaient vu le père et la belle-mère d'Aurore la battre. En août 1919, le mois avant qu'elle ne soit emmenée à l'hôpital, Marguerite Lebouf, qui était la cousine d'Aurore, est venue séjourner. Elle avait 15 ans et a vu Aurore se faire battre par sa belle-mère. Une autre témoin de la brutalité était la sœur de la mère décédée d'Aurore, Madame Octavia Hamil. Elle avait vu sa nièce dans un très mauvais état lorsqu'elle était venue lui rendre visite en janvier 1920, peu de temps après que Aurore ait été libérée de l'hôpital. Son corps avait de nombreux bleus, et quand elle a interrogé Téléphore Gagnon et sa femme Marianne, ils ont dit que Aurore se comportait constamment mal et devait être disciplinée. Madame Octavia Hamel a dit à son beau-frère qu'il devrait emmener Aurore voir un médecin. Marianne la regarda et dit qu'elle ne croyait pas que c'était nécessaire. Madame Exilda Auguer, l'épouse d'Arcadius le maire, avait vu la belle-mère de le roi la discipliner. Elle avait aussi vu les conséquences des punitions sévères. Le 9 février 1920, elle avait de nouveau une raison d'aller voir sa voisine. Quand elle a vu le roi, elle a remarqué que la petite fille avait des coupures et des ecchymoses sur tout le corps, ainsi que des plaies. Elle portait une robe sale et avait apparemment dormi sur une palette et de la paille dans un coin de la pièce. Madame Exilde Auger a dit à Marianne qu'elle devait emmener l'enfant voir le médecin, mais Marianne a répondu qu'elle allait plutôt chercher des pommades pour soigner les blessures de l'enfant. 3 jours plus tard, le 12e de février 1920, Marianne n'a pas pu réveiller sa belle-fille. Ne sachant pas quoi faire de mieux, elle a demandé l'aide de Madame Exilde Auger et du docteur Lefant. Le prêtre Père Massé a également été contacté, ainsi que le juge de paix, M. Orias Maillot. Le docteur Lafont a remarqué que l'enfant souffrante était dans un coma profond et qu'il ne pouvait rien faire pour l'aider. Un message a été envoyé au père de la fille, Téléphore Gagnon, qui travaillait dans les bois. Il est rentré chez lui en fin d'après-midi et vers 7 heures du soir, sa fille, Marie-Aurore Lucienne Gagnon, a rendu son dernier souffle et est décédée. Le lendemain, vendredi 13 février 1920, une autopsie a été réalisée. Celle-ci a été entreprise dans l'église locale par le docteur Albert Marois, le docteur Lafont et le coroner, docteur William Jolicoeur. Ils ont trouvé environ 54 blessures sur son corps qui avaient été infligées par des instruments contondants sur une période de temps. Elle avait du sang sur son cuir chevelu ainsi que du pus provenant d'infections. Sa cuisse gauche était très enflée et la peau de ses mains et poignets avait été arrachée jusqu'à l'os. Un examen toxicologique a également été réalisé par le docteur Wilfred de Rome. Il a découvert du poison dans le corps de l'enfant dû à une septicémie. Les funérailles de Marie-Aurore Lucienne Gagnon ont eu lieu le lendemain, le samedi 14 février 1920. Beaucoup de gens ont assisté au service dirigé par le père Ferdinand Massey. Monsieur Téléphore Gagnon se tenait dans le froid, fixant la tombe de sa fille.
En seulement quelques années, il avait perdu sa femme et 3 de ses 5 enfants. Après les funérailles, le gendarme Laurette Couture, le gendarme Vera et le gendarme Bouchard ont arrêté Madame Marianne Hood et Monsieur Telfort Gagnon. La police a ensuite approfondi l'enquête sur la mort de la pauvre Marie-Aurore Lucienne Gagnon. Cela comprenait l'interrogation des amis et des voisins, ainsi que des enfants survivants de Telfort Gagnon. Madame Marianne Hood et Monsieur Telfort Gagnon ont ensuite été accusés de meurtre. Il a été décidé qu'ils seraient jugés séparément, et le 16 février, ils ont tous deux comparu devant une audience préliminaire et ont plaidé non coupables. Cependant, le juge a décidé de ne pas les libérer et les a plutôt gardés en prison pendant que l'enquête se poursuivait. Le 18 mars, après que toutes les preuves aient été présentées, le juge a ordonné que le procès des 2 accusés commence en avril. Le procès de Marianne Hood a eu lieu en premier et a commencé le 13 avril 1920 devant le juge Louis-Philippe Pelletier. L'accusation a pu produire des témoins qui avaient tous vu l'accusé frapper l'enfant décédé. La plupart avaient assisté à cela de nombreuses fois. Les preuves contre Marianne Hood étaient assez accablantes, mais la défense avait sa propre stratégie. Et au lieu de nier les accusations, ils ont insisté sur le fait que l'accusé n'avait agi de cette manière que pour des raisons de folie provoquées par la grossesse. Les médecins ont convenu que les grossesses avaient affecté le comportement de Mary Ann Hood. Néanmoins, le 21 avril 1920, elle a été reconnue coupable de meurtre et le juge l'a condamnée à mort. Son exécution était prévue pour le 1er octobre de la même année. Le procès de M. Telfort Gagnon a commencé 2 jours plus tard, le 23 avril. Encore une fois, des témoins m'ont raconté à la cour comment le défendeur avait battu sa fille à de nombreuses reprises. Cependant, la défense a affirmé qu'il n'avait fait cela que parce qu'il avait été complètement manipulé par sa femme et que c'était seulement Marianne Hood qui était responsable de la mort de la jeune Aurore Gagnon. Mais Sibbins a soutenu que Telfort travaillait très dur, passant la plupart de ses journées loin de la maison familiale et quand il revenait, Méliane lui racontait parfois des choses sur Aurore qui, bien qu'elles ne soient pas vraies, le poussaient à la battre. Le procès s'est terminé le 29 avril et M. Telfort Gagnon a été reconnu coupable d'homicide involontaire. Le 4 mai, Hyde a été condamné à une vie d'incarcération. 3 mois plus tard, le 8 juillet 1920, Mary Ann Hood a donné naissance à des jumeaux en prison. Le Canada a eu de nombreux débats sur la peine de mort. 6 ans plus tôt, en 1914, Robert Bickerdike, un représentant au Parlement canadien, avait présenté un projet de loi d'initiative parlementaire appelant à l'abolition de la peine de mort. Bien que la loi soit restée inchangée, de nombreuses personnes ont soutenu ces efforts, et ce sont ces réformateurs qui ont maintenant fait campagne pour que la peine de Mary Ann Hood soit annulée. Et quelques jours avant que sa peine ne soit exécutée, sa sentence a été commuée en emprisonnement à vie. Bien que Telfort ait été condamné en 1920 à une peine de prison à vie, il a été libéré 5 ans plus tard pour bonne conduite. Libéré, il s'est retourné dans son village et a repris le travail sur sa ferme. Il écrivait aussi fréquemment à sa femme. Alors qu'elle était en prison, Mary Ann est tombée très malade. Elle a donc été libérée en juillet 1935. Les autorités ont confirmé son cancer. Elle est allée vivre avec sa sœur à Montréal et est décédée le 12e mai 1936. 2 ans après la mort de sa deuxième femme, Telfort Gagnon s'est remarié. Il est décédé en 1961 à l'âge de 78 ans. La sœur aînée d'Aurore, Marie-Jeanne, est décédée en 1986 à l'âge de 79 ans. L'histoire d'Aurore Gagnon et le procès très médiatisé de son père et de sa belle-mère a été rapporté dans tout le Québec. Et en 1921, une pièce intitulée Aurore, l'enfant martyr, a été jouée au théâtre Alcazar à Montréal. Elle a continué à y être jouée pendant les 30 années suivantes. Le succès de la pièce a conduit à la sortie d'un film en 1952 et depuis lors, de nombreux livres et articles ont été écrits sur cette tragique affaire. En 2005, un autre film a été sorti, simplement appelé Aurore. Bonjour à tous et merci beaucoup d'avoir écouté comme d'habitude. Veuillez laisser vos commentaires ou retours que vous pourriez avoir et j'espère vous revoir tous dans le prochain Briefcase